Je suis ravi d'être ici ce soir et de vous présenter une conférence qui portera sur les travaux de recherche de mon groupe et qui s'articule assez bien avec ce que Clément Sanchez vient de vous présenter. Il vous a montré un certain point de vue sur la richesse des structures organiques qu'on pouvait obtenir par auto-assemblage et la façon dont on pouvait exploiter ces structures par réplication pour obtenir des répliques inorganiques et accéder à des structures inorganiques qu'on aurait du mal à produire de facto sans le support organique. Alors, les travaux que je vais vous présenter se placent en amont de ça. Je vais essayer de vous montrer la subtilité, la finesse dont Clément a parlé, c'est-à-dire le niveau de contrôle qu'on a aujourd'hui sur l'ingénierie d'objets organiques, et en particulier d'objets organiques repliés. Alors, pour situer le contexte des travaux de mon groupe, je vous montre en premier un graphe qui est issu d'un livre écrit par un de mes précédents superviseurs il y a un certain temps, qui est un graphe qui montre le point de vue d'un chimiste sur ce qu'on pourrait appeler l'espace chimique étant l'espace de toutes les entités chimiques possibles en fonction d'une part de la complexité et d'autre part de la diversité. Et ce que ce graphe exprime, c'est que les objets produits par la chimie, par l'homme, si on veut, sont extrêmement diversifiés au sens où nous n'avons pas de restrictions sur les conditions réactionnelles que nous utilisons. Nous exploitons l'intégralité du tableau périodique. La biologie, par exemple, ne fait pas de couplage catalysé par le palladium, qui est une réaction très pratique en chimie de synthèse organique. Mais évidemment, ce que l'homme a produit ne se compare nullement en termes de complexité à ce qu'on voit dans les systèmes biologiques. Inversement, les systèmes biologiques qui sont si riches de complexité le sont moins en termes de diversité. Alors c'est un point de vue de chimiste, peut-être que certains biologistes pourraient contester ce point de vue, mais je vais donner des illustrations pourquoi on arrive à cette conclusion. Si on regarde en particulier les protéines ou les biopolymères en général, ils sont très riches dans la variété de leurs formes et des fonctions qu'ils accomplissent, mais quand vous regardez une protéine, la base de sa structure, c'est 20 acides aminés. Et 20 briques, c'est un tout petit nombre du point de vue d'un chimiste organicien. Les chimistes organiciens ont sur leur bureau des catalogues qui font des centaines de pages, de milliers de composés chimiques qu'on peut acheter, qui sont nos briques. La nature a besoin de 20 briques pour faire tout ce qu'elle arrive à faire avec les protéines. Donc ça, c'est une illustration de cette faible diversité. Il y a un autre aspect extraordinaire de ce graphe, c'est qu'il y a un immense espace vide. En fait, on connaît comme système complexe les systèmes naturels. Mais on ne peut pas ne pas se demander s'il n'y a pas quelque chose ici aussi dans le graphe, soit ailleurs dans l'espace, mais peut-être dans nos laboratoires aussi. Et c'est une tendance générale de la chimie moderne que de voir la complexité des systèmes que produisent les chimistes augmenter. Ce dont vous allez entendre parler aujourd'hui, les Foldamer, je vais le définir juste après, c'est une des approches par lesquelles on introduit et on augmente la complexité des systèmes chimiques qu'on peut synthétiser. Alors, j'ai situé les Foldamer exactement au niveau des biopolymères. Et il y a ce seuil là qui traverse le bas de la protéine. Et ça illustre aussi une tendance de la chimie moderne. Il y a 20 ans, une protéine, un morceau d'ADN, c'était pour un chimiste un objet biologique. Ça a beaucoup changé quand vous lisez la littérature chimique moderne, les grands journaux de la chimie, Jacques, Angewandte Chemie. Vous voyez de plus en plus de ce qu'on appelait autrefois de la biologie structurale, de l'analyse cristallographique de structures de protéines et d'acides nucléiques. C'est pas que ces journaux de chimie se mettent à publier de la biologie, c'est que les chimistes sont réellement en train de s'approprier la manipulation et l'étude de ces outils-là. La complexité d'un biopolymère est devenue un niveau de complexité que le chimiste peut évaluer, estimer, côtoyer de façon journalière. C'est plus un objet biologique. Une protéine est une grosse molécule organique. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit. Alors, comment est-ce que je place les Foldamer dans ce contexte-là ? La définition d'un Foldamer que je donne ici est extrêmement générale. C'est un objet, une architecture moléculaire artificielle repliée. Il y a énormément d'objets qui tombent sous cette définition. Ce dont vous allez entendre parler aujourd'hui sont des oligomères de synthèse. Sous-entendu, les travaux de mon groupe, c'est des travaux de synthèse par étapes. Mais vous avez la chimie des polymères qui conduit à des structures qui répondent à cette définition. Et les biopolymères modifiés, si je fais référence ici du design de protéines, je fais référence à l'évolution dirigée d'acides nucléiques, on parlera alors de
de séquences des monomères naturels, mais de séquences artificielles des monomères non naturels, tombe aussi sous la définition d'architecture moléculaire repliée artificielle. Et le maillon qu'on a exploité plus particulièrement dans mon groupe est celui de séquences composées d'unités issues d'acides aminés aromatiques. Alors vous voyez ici la brique élémentaire d'une protéine, l'acide alpha-aminé, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on remplace ce carbone alpha qui porte la chaîne latérale dans les protéines par un noyau aromatique. Et quand on fait ce petit changement, on introduit de la rigidité. Et en introduisant de la rigidité, on introduit énormément de prévisibilité, et vous allez voir comment cette prévisibilité nous permet de faire à un certain degré de l'ingénierie et d'élaborer des systèmes précis. Alors, on introduit de la rigidité parce qu'intrinsèquement, un noyau aromatique est rigide, mais surtout parce que la liaison covalente amide-aryl est conjuguée ou pseudo-conjuguée, et donc la rotation autour de cette liaison-là est considérablement restreinte par rapport à ce qu'elle est dans un système aliphatique comme un système peptidique. Alors quand je dis qu'on introduit ces maillons-là, je ne parle pas de remplacer dans une structure de protéine une unité, mais je parle bien de constituer des séquences composées exclusivement de ces objets-là. Et les questions qu'on se pose à travers finalement des séquences qui sont au départ totalement artificielles, qui n'ont pas d'équivalent dans la nature, sont celles-ci. Jusqu'à quel point peut-on pousser la synthèse et la conception de ces objets pour avoir une augmentation de la taille, de la complexité, et quelles fonctions on peut élaborer à partir de l'ingénierie de ces objets. Alors je rajoute cette phrase, mimer n'est pas copier. On parle de nos jours souvent de chimie bio-inspirée ou de chimie biomimétique. Il est évident, et toute l'introduction de mon exposé montre bien qu'on a les objets naturels en ligne de mire et comme source d'inspiration, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer des objets comme ça en chimie. Néanmoins, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de copier, ce n'est pas de fabriquer la même chose. La nature existe et fait ce qu'elle fait très bien. Ce qui nous intéresse n'est pas tant en fait la ressemblance des objets qu'on va produire, mais la différence. Et le fait précis qu'on utilise des squelettes qui sont différents des squelettes naturels va nous permettre d'élaborer des propriétés qui sont hors d'atteinte des protéines et des acides nucléiques. Et c'est là que tout l'intérêt se trouve, c'est la différence, et je reviendrai bien sur ces aspects-là quand ils apparaîtront dans l'exposé. Donc je vais vous parler dans un premier temps de ces structures repliées, on abordera ensuite un certain nombre d'éléments dynamiques et je vous montrerai des exemples de fonctions. Alors pour commencer, vous allez voir une simulation par dynamique moléculaire du repliement de ce brin heptamérique constitué de 7 noyaux pyridines liés par des fonctions amides. Le point de départ de la simulation, c'était un brin linéaire étendu, dans lequel il n'y avait aucune liaison hydrogène intramoléculaire. Pour ceux qui arrivent à lire, ce sont des picosecondes ici. En 500 picosecondes, l'ordinateur calcule que la molécule se retrouve dans une conformation hélicoïdale. 500 picosecondes, même pour une molécule, même à l'échelle de temps des mouvements moléculaires, c'est un phénomène extrêmement rapide. Ce que l'ordinateur prédit ici, c'est une sorte de surface d'énergie potentielle de conformation qui est glissante avec un puits très marqué vers la structure hélicoïdale. En fait, on n'avait pas besoin, dans ce cas précis, de l'ordinateur pour le prédire. Ce que je vous ai montré, c'est un film pour une illustration. Il nous a suffi d'un papier, d'un crayon, en fait, pour prédire que cet objet-là aurait une conformation hélicoïdale. La constitution de ce brin heptamérique, c'est deux maillons qui sont extrêmement communs en chimie supramoléculaire et connus, reconnus, réutilisés. La diacylaminopyridine d'une part et la pyridine dicarboxamide. Et on connaît les conformations de ces deux objets. Et si vous analysez la structure potentielle de cet objet-là, il y a 3 types de liaisons, aryl-azote, aryl-carbonyle et la liaison peptidique, autour desquelles une rotation est possible, donc des liaisons qui peuvent introduire de la diversité conformationnelle. Mais il se trouve qu'autour de chacune de ces 3 liaisons, il y a une conformation préférentielle. L'amide est secondaire, il préfère être trans. Et du fait de la conjugaison que j'ai évoquée tout à l'heure, les noyaux pyridines préfèrent être coplanaires au noyau amide, ce qui en théorie donne 2 conformations dégénérées à 180 degrés l'une de l'autre, et elles ne sont pas dégénérées du tout à cause de la présence dans les cycles de ces azotes qui créent soit des liaisons hydrogènes, des interactions attractives, et surtout en rouge, des interactions électrostatiques répulsives. Donc les doublés non liants de l'azote repoussent les doublés non liants de l'oxygène, et donc ce qu'on peut prévoir, c'est l'orientation relative d'un amide, de la pyridine d'à côté, de l'amide suivant, de la pyridine, et on prévoit ainsi qu'on va être à plat et que ça va courber. Quand on va atteindre un tour d'hélice, il y aura une gêne stérique au bout de l'hélice, on va dévier de la planarité,
et se retrouver avec un objet hélicoïdal. Donc on a ici l'objet une fois fabriqué dans sa structure cristalline qui montre l'hélice qu'on prévoyait à la fois sur le papier et par ordinateur. Alors quand on a eu la première structure cristalline de cet objet, on s'est dit qu'on était chanceux parce que un brin moléculaire, c'est pas un objet, c'est pas un bon candidat pour faire pousser des cristaux au départ. Et la raison, en fait, c'est pas de la chance du tout. La raison pour laquelle ces objets cristallisent bien, et vous allez voir des structures cristallines sur presque tous mes transparents, la raison pour laquelle ils cristallisent bien, c'est précisément parce qu'ils sont très bien repliés en solution. Une fois repliés, c'est plus un brin linéaire, c'est une espèce de petite boule, et les petites boules s'empilent très très bien dans le cristal. Alors, les caractéristiques géométriques de cette hélice, ça résulte immédiatement de la géométrie des monomères. Ce qu'on a ici, c'est des noyaux aromatiques métasubstitués qui définissent une orientation à environ 120 degrés des substituants. Cette orientation définit la courbure de l'hélice. La courbure de l'hélice, littéralement, c'est le nombre d'unités par tour. On tombe, dans ce cas précis, sur 4,5 parce qu'on est un petit peu pincé. On pourrait attendre avec 120 degrés 6 unités. C'est un petit peu plus courbé que ça. Ça tombe à 4,5 par tour. Et le pas, c'est-à-dire la distance entre deux étages de l'hélice, est exactement l'épaisseur d'un noyau aromatique, 3 angstroms et demi. Si on fait un petit changement sur les monomères, on passe à un noyau aromatique dans lequel le précurseur d'amine et le précurseur d'acide sont plus à 120 degrés mais à 60 degrés. On a un système plus courbé. On a cette fois 2 unités et demie par tour. Le pas est toujours le même, l'épaisseur d'un noyau aromatique. Et on voit ici la structure cristalline d'un octamère qui fait plus de 3 tours d'hélice. Alors le grand avantage d'avoir plus de courbure, moins d'unités par tour, ça veut dire qu'une plus courte séquence va faire une hélice plus longue. Et une plus courte séquence, par définition, c'est un objet plus facile d'accès du point de vue de la synthèse. Plus les séquences sont longues, plus il y a de travail derrière. D'ailleurs, je fais cette remarque en passant, vous n'allez pas voir de synthèse sur mes transparents. Mais il faut bien retenir que le travail le plus important derrière, c'est un travail de chimie de synthèse organique. On est un groupe de synthèse organique chimique. Alors ces objets-là se sont avérés d'une stabilité conformationnelle absolument extraordinaire. On ne sait pas les dénaturer. Vous placez ça à 120 degrés dans du DMSO, il reste replié. Donc c'est bien au-delà de ce qu'on trouve dans des peptides ou dans des nucléotides de taille comparable. Et une illustration de cette stabilité est qu'on peut séparer hélice droite et hélice gauche. Alors vous avez peut-être repéré que sur une séquence comme ça, il n'y a pas de source de chiralité, il n'y a pas de centre stéréogénique. Et donc, quand le brin se replie, il peut se replier indifféremment sous la forme d'une hélice gauche ou d'une hélice droite, qui sont miroirs, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, ce qu'on appelle des enantiomères. Ces deux états repliés peuvent s'équilibrer par le biais d'un déroulement, réenroulement de l'hélice. Mais ce phénomène de déroulement, réenroulement est suffisamment lent pour que quand on injecte ce mélange-là dans un système de chromatographie avec une phase stationnaire chirale, on sépare les deux substances pourvu que le brin soit assez long. Donc quand on a un pentamère, ce n'est pas assez long, ça racémise sur la colonne, ça s'équilibre sur la colonne, on n'a qu'un pic. Un hexamère est plus long, on voit le pic de l'hélice gauche, le pic de l'hélice droite. La trace du haut, c'est la trace du détecteur d'absorption UV. La trace du bas, c'est la trace du détecteur d'absorption de dichroïsme circulaire. Donc on a une bande négative, une bande positive. Donc ce type de phénomène nous permet de collecter une fraction, d'avoir une hélice pure, et ensuite de suivre au cours du temps sa racémisation. Donc on a accès à la cinétique de ce phénomène-là, et par ce biais-là, on a accès à la stabilité thermodynamique conformationnelle et au plus de 100 kJ par mol qui était mentionné dans le transparent précédent. Maintenant, si on introduit un centre stéréogénique sur une hélice, vous voyez ici un carbone asymétrique, l'hélice droite et l'hélice gauche ne sont plus images l'une de l'autre dans un miroir, elles ne sont plus des énantiomères, elles sont ce qu'on appelle des diastéréomères. Elles n'ont plus de raison d'avoir la même énergie, elles sont plus équiprobables, et de fait, un seul centre stéréogénique peut déplacer l'équilibre hélice droite et hélice gauche en faveur de l'une des deux. Vous voyez dans ce cas précis un spectre RMN qui montre des pics majeurs, des pics mineurs. Il y a deux substances en rapport à peu près 9 pour 1. Ça résulte dans des bandes de dichroïsme circulaire induit, puisqu'on a basculé, on a une hélice préférentielle, et on a à nouveau utilisé la cristallographie pour faire l'attribution absolue de ce système. Quand ce centre stéréogénique a une chiralité S, on favorise des hélices P. Quand il est R, on favorise des hélices M. Ces quelques exemples que je vous ai montrés sur quelques transparents sont assez illustratifs de ce qu'a été la chimie des feux de la mer dans la dernière décennie. En fait, il y a une conclusion extrêmement importante à ces travaux.
qui est que l'aptitude au repliement n'est absolument pas l'apanage des structures repliées des biopolymères. Si vous remontez 15 ans en arrière, qu'est-ce que c'est un objet replié? C'est un morceau d'ADN, un peptide, une protéine, à la limite un polysaccharide. Donc un biopolymère. En fait, on a montré que le repliement était une propriété qui pouvait émerger dans un grand nombre de squelettes, dans certains cas comme celui-là, relativement éloignés des peptides ou des nucléotides. Néanmoins, les objets que je vous ai montrés sont petits. C'est un mime de ce qu'on appelle une structure secondaire, c'est juste une hélice isolée. Et dans les systèmes naturels, les fonctions émergent généralement à un degré de complexité supérieur. Les fonctions des enzymes et des protéines, c'est dans la structure tertiaire, quand on a plusieurs éléments de structure secondaire ensemble, et pas juste dans une hélice isolée. Donc, un des grands défis pour la chimie des foldamères et la chimie en général, c'est d'arriver à augmenter la taille et la complexité jusqu'à arriver à avoir des objets qui deviennent comparables à des petites protéines, là où la fonction émerge dans les systèmes naturels. Alors, je vous montre à peu près où on se trouve, dans mon groupe au moins, en termes de taille, pas encore de complexité. Vous avez ici 48 unités et la structure qu'on trouve dans des monocristaux. Donc ça commence à faire un objet très gros. 48, je ne sais pas s'il y a des polyméristes dans l'audience, ce n'est pas issu d'une polymérisation. Si c'était issu d'une polymérisation, on aurait de la contamination avec du 47 et du 49. Celui-ci est issu d'une synthèse convergente. En fait, il suffit de 6 étapes de couplage pour aller du monomère au 48 mères. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Vous avez un couplage, un couplage, un couplage. On arrive à 48 comme ça. Donc s'il y a un contaminant ici, c'est 24. Ce n'est pas 47 ou 49. Maintenant, pour vous donner une idée de la taille de cet objet, ce que je place en dessous, c'est une barre d'échelle. C'est la structure cristalline d'une petite protéine, toute petite, j'entends. Il n'y a que 65 acides aminés, mais 65 acides aminés, c'est assez pour avoir une hélice alpha, un feuillet bêta à 3 brins, une boucle, donc les éléments essentiels de la structure tertiaire d'une protéine, à la même échelle. Donc on se trouve dans la même gamme de taille, pas encore dans la même gamme de complexité. C'est toujours une hélice unique. Donc un des défis pour nous était, est-ce qu'on peut arriver à mettre en place plusieurs hélices? Alors le système le plus élémentaire qu'il y a avec plusieurs hélices, c'est le motif hélice-tour-hélice, qui est très commun dans les protéines. C'est quelque chose à quoi on travaille. Il y a des choses qui avancent bien sur ce sujet-là, mais ce n'est pas ce par quoi on a commencé, parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre au départ. On ne savait pas comment dessiner des interactions entre les hélices pour être sûr qu'elles allaient se replier l'une sur l'autre. Alors dès que ce sera publié, je vous en montrerai plus. Mais pour l'instant, je vais vous montrer ceux qu'on a fait dans un premier temps, qui étaient plus simples. Et si on ne sait pas programmer les hélices pour qu'elles se replient l'une sur l'autre, ce qu'on va faire, c'est les lier covalemment par un petit élément central qui va les forcer à être à courte distance et éventuellement à interagir. Donc ça aboutit à des objets de cette nature-là. Vous avez ici une séquence en bleu, un segment bleu qui correspond à une hélice, un segment rouge qui correspond à une autre hélice, et entre les deux, une simple unité éthylène-glycol, donc 4 atomes, qui les force à être proches l'une de l'autre. Alors, je vous montre la structure cristalline de l'objet. Vous avez l'hélice bleue, l'hélice rouge qui est perpendiculaire à l'écran. Vous voyez le canal de l'hélice ici. En gris, vous avez un certain nombre de chaînes latérales, c'est des isobutyles. Et en jaune, vous avez un certain nombre des chaînes isobutyles qui sont à l'interface, qui sont responsables des interactions entre hélices. Le lien éthylène-glycol, il est caché, il est entre les deux unités jaunes ici. Cette fois, on a un objet globulaire. Donc, je remets ma même barre d'échelle que tout à l'heure, et on a des objets qui commencent à se comparer en taille, sauf qu'ici, c'est un produit naturel. Ici, c'est un objet fait à la paillasse, en synthèse, par un doctorant, néanmoins talentueux, puis en plus qui se trouve être dans l'audience. Mais c'est le travail d'une seule personne sur quelques mois. Sans minimiser sa contribution, c'est relativement facile d'accès, en dépit du fait qu'on est réellement dans la gamme de taille des petites protéines maintenant. L'aspect globulaire est très apparent quand on regarde les surfaces accessibles au solvant. C'est les deux mêmes objets, mais vous voyez ici les surfaces accessibles au solvant. Et c'est plus tout à fait facile en regardant ces deux objets de dire lequel est biologique et lequel est synthétique. Vous avez peut-être remarqué, puisque j'ai parlé de centre stéréogénique, que les deux segments hélicoïdaux ici ne comportent pas de centre stéréogénique. C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent a priori se trouver sous la forme d'une hélice droite ou d'une hélice gauche. Et ça, c'était un degré de liberté qu'on avait attendu, qu'on avait mis délibérément dans la conception. On s'attendait à un équilibre de cette nature-là. Les deux hélices peuvent être droites, peuvent être gauches,
où l'une peut être droite, l'une peut être gauche. Et c'est un degré qu'on l'a laissé, on l'a laissé en place parce que c'est un équilibre assez simple. Il n'y a pas 36 espèces, il n'avait pas trop de complexité et on pensait qu'on allait pouvoir l'aborder. Il y a un deuxième degré de liberté qui était attendu, c'était la rotation des deux hélices autour du maillon central. On peut imaginer qu'elles soient parallèles ou perpendiculaires. Et la structure cristalline que j'ai montrée correspond en fait à cette espèce-là. Les deux hélices sont perpendiculaires et puis l'une est droite, l'autre est gauche. Néanmoins, quand on regardait les données spectroscopiques, on voyait bien que les autres espèces étaient aussi présentes, que leurs proportions changeaient en fonction du solvant, par exemple. Il nous a fallu beaucoup de temps, mais on a fini par capturer celle-là aussi. Donc on a publié 4 ans plus tard la structure cristalline de la même molécule, mais cristallisée cette fois sous sa forme deux hélices de même sens d'hélicité. Maintenant, vous voyez bien le maillon éthylène-glycol entre les deux. Les deux hélices sont cette fois parallèles. En solution, les proportions varient en fonction du solvant. On a des proportions comme ça entre les diverses espèces qui varient en fonction du solvant. C'est peut-être un peu trop pointu pour l'exposé d'aujourd'hui. J'ai quelques diapositives, et je pouvais en mettre au moins une aujourd'hui, où il y avait des ions métalliques, parce qu'on a travaillé un petit peu avec. Si on veut définir l'orientation de différents segments hélicoïdaux, on a utilisé des complexes métalliques. Ici, c'est des complexes de cuivre 1, qui sont tétraédriques et qui nous permettent de poser deux hélices à angle droit l'une de l'autre. On remplace le cuivre 1 par du fer 2 et on a une géométrie octaédrique du cuivre qui conduit à deux hélices quasiment parallèles l'une par rapport à l'autre. Donc c'est des illustrations de nos premiers pas vers des structures plus complexes composées de plusieurs segments secondaires. Alors je ne veux pas donner l'impression sur tout l'exposé qu'on fait que de l'ingénierie et qu'à chaque fois qu'on dessine une molécule, elle se replie exactement comme on avait envie. On a eu dans nos travaux, comme tout le temps en recherche et en chimie souvent en particulier, beaucoup de surprises, et y compris des surprises très agréables, c'est-à-dire que nos molécules ont souvent fait plus que ce qu'on attendait d'elles, et donc les diapositives qui suivent traitent d'objets dont on n'avait pas attendu le comportement qu'ils ont montré, et en particulier leur aptitude à s'étendre comme des ressorts et à s'hybrider pour faire des hélices multiples. C'était quelque chose qui n'était pas dessiné, mais qui s'est produit, et qui s'est produit avec la toute première famille de molécules qu'on a faites. Donc je reviens à ces oligomères de pyridine, dont vous voyez ici les spectres RMN en fonction de la concentration. Et à basse concentration, on a ces raies fines qui correspondent au spectre de la molécule repliée en hélice simple, telle qu'on attendait qu'elle soit, et telle qu'elle est à basse concentration. En augmentant la concentration, vous voyez un deuxième jeu de signaux poussé, dont la proportion augmente avec la concentration, tous à droite des signaux des simples hélices, donc ce qu'on appelle à champ fort. Alors qu'avec ces éléments-là, on peut commencer à spéculer un petit peu. C'est un agrégat, puisque la proportion augmente quand on augmente la concentration. De façon pas trop surprenante pour un agrégat d'un objet aromatique, il y a des effets de courant de cycle quand on empile ces objets les uns sur les autres dans un agrégat. Donc ces signaux sont à champ fort parce qu'il y a ce qu'on appelle du blindage en RMN. Et le spectre de masse nous dit que c'est un dimère. Donc avec ces éléments en tête, on a commencé à spéculer que peut-être que quelque chose comme ça était en train de se produire. Et c'est à nouveau la cristallographie qui a démêlé les chevaux. On a ici deux structures cristallines du même objet, la même molécule, cristallisée en simple hélice dans un mélange de solvants polaires et cristallisée en double hélice dans un mélange de solvants moins polaires. En solution, ces deux espèces, simple hélice, double hélice, coexistent et leurs proportions varient avec la concentration, varient avec la température ou la nature du solvant. Donc quand ça s'est paru, ça a fait effet parce que les hélices multiples ne sont pas des objets si communs. Les hélices simples, l'hélicité d'une façon générale, est une propriété extrêmement ordinaire. En fait, dans la nature, il n'y a pas grand-chose de droit. Pour qu'un objet soit droit, il faut que tout soit isotrope. Et l'environnement intrinsèquement est anisotrope. Et la réponse à l'anisotropie, c'est généralement la torsade. Et donc, vous regardez les chaînes polymères, tous les polymères isotactiques ont une torsion, et même le téflon, CF2, 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 le polyéthylène ont des torsions à grande distance. Donc, l'hélicité en soi, ce n'est pas quelque chose de si spectaculaire que ça. L'hélicité multiple, ça l'est beaucoup moins. Alors, peut-être de premier abord, mais si, il y a l'ADN, bien sûr. Quand vous connaissez une hélice double, même l'homme de la rue va vous dire oui, l'ADN. Mais hors l'ADN, il n'y a pas beaucoup d'objets organiques qui s'apparient pour faire des hélices multiples. Alors, Clément a parlé un petit peu du collagène et de la gélatine tout à l'heure. Vous avez la triple hélice du collagène. Peut-être que cet objet est un peu plus exotique. C'est un peptide bactérien qu'on appelle la gramycidine D,
qui s'enroulent sous une forme de feuillet bêta en double hélice. Vous n'avez ici que des structures cristallines toutes à la même échelle. Mais quand on est tombé, nous par hasard, sur ces oligoamides aromatiques, c'était le premier exemple d'un motif nouveau et complètement artificiel d'hybridation de deux brins organiques en hélices multiples. Il n'y avait pas d'autres exemples connus. Depuis nos travaux, il y a eu plusieurs autres structures possibles. Dans cette série-là aussi, on essaye de travailler taille et complexité. Donc vous avez ici une série de structures cristallines de ces objets en double hélice avec un nombre croissant de noyaux pyridines dans les séquences. Ce que vous voyez en jaune à l'intérieur ici sont des molécules d'eau. Et en fait, ce que ça exprime, c'est que l'hélice est suffisamment grande pour avoir un canal, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une hélice alpha ou d'une double hélice d'ADN, et des choses peuvent s'y mettre dedans. Comme le cœur est polaire, l'eau vient s'y loger assez naturellement. Je reviendrai très bientôt dans l'exposé sur qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à l'intérieur de ces hélices. On a mis longtemps à comprendre pourquoi ça s'hybridait. Ce qui a vraiment déclenché la compréhension de cette hybridation, c'est quand on a commencé à jouer avec des hélices de diamètre variable. Vous avez ici deux séquences qui ne diffèrent que par l'unité centrale. Quand vous mettez un très gros maillon central, vous agrandissez le diamètre. Et on voit ici la structure cristalline de cette hélice large. Vous remplacez ce noyau-là par un simple unité pyridine, vous avez une hélice beaucoup plus fine. Il y a une énorme différence entre ces deux objets, c'est leur stabilité. Il y a pratiquement 5 ordres de grandeur de stabilité entre ces deux objets. Et 5 ordres de grandeur, c'est plus que ce qu'on peut attendre si on invoque simplement l'empilement aromatique. On dit oui, ici il y a une plus grande unité aromatique, il y a sans doute plus d'interactions aromatiques qu'aromatiques. Il y a beaucoup plus que ça dans ce phénomène-là. 5 ordres de grandeur, c'est vraiment beaucoup. Et quand on regarde les paramètres géométriques de ces hélices, on arrive un petit peu à comprendre ce qui se passe. Le pas de la double hélice est le même dans les deux cas. On a 7 angstroms. Par contre, l'inclinaison du brin par rapport à l'axe de l'hélice est différente. Pour monter de 7 angstroms avec une hélice étroite, il faut un brin très incliné. Pour monter de 7 angstroms avec une hélice large, on peut avoir une inclinaison plus faible. Et là, on tombe sur ce que j'ai annoncé au début comme étant les conformations préférentielles de ces objets-là. J'ai dit qu'en fait, la pyridine et l'amide à côté, et puis la pyridine suivante, préféraient être coplanaires. Et il y a une nécessité stérique qui fait qu'ils dévient de la planarité pour tourner en simple hélice. Mais pour passer de la simple à la double, il faut les tirer davantage. Et ça veut dire faire dévier les amides et les aromatiques de la coplanarité en augmentant les torsions. Et ça, c'est extrêmement défavorable sur le plan enthalpique. Donc en fait, il faut voir le phénomène d'hybridation comme une extension, comme un ressort qui est très défavorable sur le plan enthalpique, sur le plan des énergies engagées, qui est compensé par des interactions favorables entre les deux brins organiques lorsqu'ils s'empilent dans le complexe. La différence entre ces deux substances, c'est qu'ici, ça coûte très cher de les tirer, parce que pour étirer de 7 angstroms, vous devez tordre le brin beaucoup. Ici, ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez, en fait, au niveau moléculaire, exactement les propriétés d'un ressort et d'une constante de ressort. Vous avez déjà dû avoir dans les mains un ressort de grand diamètre et mou, et un ressort de petit diamètre et dur. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Alors, les gens m'ont demandé, parce qu'il y a cette analogie avec l'ADN, l'ADN peut faire des hélices triples, pas seulement des doubles. Et donc, tout le temps, j'ai eu cette question, oui, mais est-ce que vous pouvez faire des triples avec vos objets? Et quand on regarde la structure de l'hélice double, on a l'impression que l'empilement aromatique est complètement satisfait des deux côtés du brin. Et ma réponse pendant des années était, je ne pense pas que c'est possible. Jusqu'à ce que ça se produise, donc je reviens sur cette section de l'exposé qui parle beaucoup de hasard, ça s'est produit quand on a agrandi la taille des monomères. Vous avez ici une courte séquence, 4 unités, de ces noyaux qu'on appelle des naphthyridines. Alors notre idée, c'était agrandir les monomères pour agrandir le diamètre de l'hélice, pour avoir une plus grande cavité à l'intérieur et mettre des choses dedans. Ça c'est bien fait, mais ça a aussi fait des triples hélices. Et vous avez ici 2 structures cristallines. En fait, le noyau benzyle est représenté en jaune, et vous avez une structure où les 3 brins sont parallèles avec les 3 unités benzyle du même côté, et une deuxième structure où vous avez 2 brins vers le haut et un brin vers le bas, en tête à queue. En solution, on voit l'équilibre entre ces deux espèces, l'hélice toute parallèle et l'hélice partiellement parallèle. Je vais continuer sur le hasard. On fait un petit changement sur la structure. On remplace cet azote endocyclique par un fluor exocyclique et on passe de triplex à des quadruplex. Alors là, ça commençait à faire beaucoup de surprises pour un seul projet.
Et je pense qu'on peut commencer à en tirer des conclusions un petit peu générales. Ce qu'on voit ici en jouant avec des petites variations des hétérocycles sur des séquences assez courtes, c'est des grosses variations des formes et des objets. Et je crois qu'on a commencé à mettre le doigt sur un univers qui est peut-être aussi riche que celui des peptides et des protéines. Il se peut que les amides aromatiques aient une propension au repliement qui fasse que ce qui leur est accessible dans l'espace conformationnel est aussi riche que ce qui est accessible aux peptides et aux protéines. Et ça, ce n'est pas du tout une petite affirmation. Placez-vous dans la peau d'un martien sur une autre planète qui est issue d'une autre forme de vie, donc une chimie différente, et qui, lui, dans son labo, a trouvé que quand il mettait 10 acides alpha-aminés dans une séquence, ça faisait une hélice alpha. Et il se dit, tiens, ça doit sans doute valoir la peine de creuser un petit peu, parce que peut-être que c'est plus riche que l'hélice alpha si on va plus loin. Et on connaît la réponse à sa question, le monde des protéines est gigantesque, absolument gigantesque. Et je pense que c'est un peu la situation miroir. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de ribosome pour fabriquer ces objets à ce jour. On est obligé de les fabriquer à la main. Donc ça va créer une limitation qui est celle de la synthèse organique. Mais pour mettre ça en parallèle aux progrès qui ont été faits en synthèse des peptides et des nucléotides, les plus gros objets protéiques synthétisés par synthèse chimique aujourd'hui font plus de 300 acides aminés. Donc ça met la barre assez haut. En série nucléotidique, on va de façon très routinière à 50. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez votre séquence de nucléotides, vous tapez votre numéro de carte de crédit, et puis 3 jours plus tard, vous recevez un tube Eppendorf avec le nucléotide à l'intérieur. Il a été synthétisé par voie chimique entre-temps. Il y a certainement de la place pour qu'il y ait d'autres familles que les peptides et les nucléotides qui puissent être préparées par voie séquentielle sur des séquences assez longues. On a juste des tétramères un peu plus tôt dans l'exposé. Là, je vous ai montré 48 unités et 12 kilodaltons. Donc pour les dernières transparents de l'exposé, je vais vous illustrer quelques fonctions. Alors, je n'ai pas le temps de parler de tout. Je vais vous parler de reconnaissance moléculaire, un petit peu de ces mouvements contrôlés, et si j'ai le temps, de transfert d'électrons. Alors l'idée était précisément d'essayer d'exploiter les propriétés de nos objets qui les rendaient différents de ce qu'on a dans la nature, d'exploiter les différences. Et c'est bien illustré dans ce concept-là. Vous allez voir, on peut, avec les motifs qu'on a dessinés sur ces amides aromatiques, on peut imaginer des séquences au sein desquelles les monomères à chaque bout codent pour une hélice de diamètre très étroit, sans cavité, alors que les monomères au centre codent pour une hélice de diamètre large. Donc ça fait une sorte d'hélice dont le diamètre varie en fonction de la séquence, avec un codage et une prévisibilité qui est assez élevée. C'est le type d'objet qu'on ne peut pas obtenir avec un peptide ou un nucléotide, mais qui est relativement trivial à fabriquer avec nos structures. Et l'idée était simple, si on crée une cavité à l'intérieur d'une hélice et d'un objet replié très stable, on va pouvoir faire de la reconnaissance moléculaire. On s'attend à ce que pour qu'une molécule invitée rentre et sorte de l'hélice, il faut qu'il y ait un déroulement partiel de l'objet, il faut qu'il y ait une fenêtre, donc une sorte de mouvement dynamique. On sait que c'est possible, hein, je vous ai parlé de l'équilibre hélice droite, hélice gauche, mais on sait aussi que ça coûte beaucoup d'énergie. Et si ça coûte beaucoup d'énergie, il y aura peut-être une barrière cinétique entre les deux. Et donc notre idée était à la fois d'accéder à la thermodynamique, à la sélectivité et à l'affinité pour une molécule invitée, mais aussi aux cinétiques de capture et de relargage, par le biais du contrôle de la stabilité des hélices. Alors je vous montre un premier exemple ici. Vous avez un code de couleur entre la structure cristalline et les monomères qui servent pour les quinolines de capuchon, pas de cavité ici. Pour les pyridines, ici, j'ai parlé tout à l'heure de leur capacité à lier les molécules d'eau. C'est polaire à l'intérieur, il y a un petit peu de place. Et on sait pour ces motifs fluoroquinolines qu'on a un diamètre un peu plus grand et qu'une chaîne alkyle peut être incorporée. Donc on a pu tester comme ça un certain nombre de molécules sans rentrer dans le détail de qu'est-ce qui rentre bien, qu'est-ce qui rentre moins bien. Vous avez ici la vue de ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet. Ici, c'est de l'aminobutanol avec l'amine et le groupe hydroxy pris par liaison hydrogène dans les unités pyridines rouges qui font des liaisons hydrogènes et le petit groupe butane au centre qui est inséré par les unités fluoroaromatiques du centre ici. Puisque les hélices sont des objets chiro, j'ai déjà évoqué cette propriété, il semblait assez naturel d'aller encapsuler des molécules invitées chirales. Alors à Bordeaux, on fait du vin, l'acide tartrique, c'est l'acide du vin, 150 millimolaires dans le vin. En allemand, c'est Weinsauer, c'est vraiment l'acide du vin.
Donc on a dessiné ce type de récepteur où l'unité centrale, cette fois, est vraiment allongée afin de créer de l'espace au centre. Et ces molécules-là acceptent l'acide tartrique, et ils acceptent l'acide tartrique de façon diastéréosélective. C'est-à-dire que quand on met de l'acide tartrique D dans un mélange, ici cette hélice n'a pas d'élément de chiralité, donc elle est moitié droite, moitié gauche, l'acide tartrique va préférentiellement dans l'une des deux, et fait basculer l'équilibre en faveur de celle-ci. Et ça induit, finalement, c'est plus comme j'ai montré tout à l'heure, un centre stéréogénique accroché au squelette qui induit le sens d'hélicité, c'est cette fois la molécule invitée qui dit à toutes les hélices basculer dans la forme avec laquelle j'engage les meilleures interactions. Donc ça se traduit par ce dichroïsme circulaire induit. Vous avez la manip symétrique quand on utilise la forme L de l'acide tartrique, c'est-à-dire la forme naturelle. Et à nouveau, on a utilisé la cristallographie pour faire l'attribution complète. Donc vous avez ici un acide tartrique L dans une hélice gauche, la forme naturelle, complètement encapsulée. Donc quand j'ai dit les hélices sont chirales, je vais insister là-dessus, il n'y a pas vraiment d'échelle quantitative de la chiralité en chimie. C'est une propriété absolue. Néanmoins, si je pouvais me permettre l'abus de langage, les hélices sont des objets très chiraux. Ce sont des objets qui expriment fortement la chiralité dans leurs propriétés physico-chimiques. C'est ça que je voulais dire. Alors pour donner un dernier exemple du niveau de programmabilité de ces systèmes, vous avez ici une courte séquence, 3 types de monomères, et on peut écrire cette séquence en sachant a priori que chacun des 3 types de monomères va coder pour 3 types de propriétés qu'on peut prévoir. L'une d'entre elles, j'en ai déjà parlé, c'est le diamètre induit, cela petit diamètre, pas de cavité, cela plus grand diamètre. Deuxième propriété qui est codée, c'est quelles sont les fonctions qui vont converger vers la cavité et définir les propriétés de reconnaissance moléculaire. Et la troisième propriété qui est codée dans la séquence, c'est la propension de certains monomères à adopter des formes en simple hélice et la propension d'autres monomères à adopter des formes en double hélice. Donc quand on a combiné cette séquence-là, on savait notamment qu'un octamère de ces fluoroquinolines a une très forte propension à faire des doubles hélices antiparallèles extrêmement stables. Et donc on aboutit à ce type d'objet. Vous avez ici la structure cristalline du récepteur, en rouge et bleu les monomères extrémités, et en gris les monomères du centre, qui en fait sont arrangés en deux brins. Vous avez une simple hélice ici, une simple hélice là, il y a 2 de ces molécules assemblées, et au centre, une double hélice. À l'intérieur, une molécule de décanediol, donc une molécule invitée un petit peu plus allongée, dont les 2 groupes hydroxy sont pris par des liaisons hydrogènes avec les unités de pyridine carboxamide les plus polaires de la séquence. Donc ça illustre qu'on peut commencer à inventer des codes et avoir cette relation structure primaire, conformation et propriété. Pour faire le parallèle, l'ADN est éminemment programmable. L'ADN est bien maîtrisé de nos jours. Par contre, les structures peptidiques, on a du mal à maîtriser. On ne peut pas dessiner une protéine, on ne peut pas dessiner un peptide qui ait des propriétés qu'on anticipe facilement. Ici, on est un petit peu entre les deux. On arrive à avoir des systèmes nouveaux, programmables, où on a un nouveau type de code entre des séquences et des propriétés. Une extension de ces travaux qu'on a publiés cette année était de considérer non plus des hélices qui sont complètement fermées, avec des cavités complètement fermées, mais des hélices avec des cavités ouvertes. S'il y a une ouverture à chaque extrémité, en principe, une molécule invitée en forme de bâtonnet peut pénétrer dans l'hélice et venir former un complexe, à moins que ne se trouvent au bout de l'hélice des groupes encombrants. S'il y a ces groupes encombrants, le mécanisme de pénétration de l'hélice par simplement un enfilement ne peut pas fonctionner. Par contre, si l'hélice se déroule et se réenroule autour de la molécule invitée, on peut aboutir à ce type de complexe-là. Alors, il faut voir que ce qu'on demande à l'hélice ici, c'est beaucoup plus considérable que ce qu'on lui demandait pour faire pénétrer une petite molécule à l'intérieur d'une capsule. Pour faire montrer une petite molécule à l'intérieur d'une capsule, il suffit d'une respiration de la paroi, on ouvre et la petite molécule rentre. Ici, il faut que l'hélice se déroule complètement et que se réenroule. Donc on crée une barrière énergétique très considérable. Donc on s'attendait à ce que ce phénomène soit particulièrement lent. Il l'a été. Certains de ces objets-là, on peut les purifier par chromatographie sur silice
il ne se dissocie pas à l'échelle de temps de la chromatographie sur silice. L'échelle de temps est la notion importante qui est introduite dans ce sujet-là. Ce que je vous ai illustré, et d'une façon générale, la chimie moderne a fait des progrès extraordinaires sur la maîtrise des structures. Il y a un grand défi pour l'avenir, ce n'est pas la maîtrise des structures, c'est la maîtrise des échelles de temps. La maîtrise des échelles de temps des phénomènes moléculaires. Et dans ce qu'a présenté Clément, il y a énormément de processus dominés par les aspects cinétiques, où si on n'a pas les bonnes concentrations, les bons gradients, la bonne température, parfois la bonne agitation, on n'obtient pas le système qu'on veut. Donc orchestrer les échelles de temps est quelque chose qui reste extrêmement difficile. Et ici, on s'est trouvé face à cette opportunité-là, c'est-à-dire que ces complexes se forment, mais ils sont stables, et ça nous a permis d'observer des mouvements moléculaires dans des systèmes auto-assemblés. Vous allez voir de quoi il s'agit. D'abord, comment on a fabriqué ces objets-là? On a simplement pris une de nos capsules et on a enlevé les capuchons, on les a remplacés par quelque chose de plus petit, et de fait, on s'est retrouvé avec des complexes, vous avez une structure cristalline ici, des complexes autour de molécules qui portent des embouts un peu encombrants, qui sont trop gros pour aller passer à travers le canal de l'hélice. Donc on fait l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que le seul mécanisme de formation raisonnable de ces objets-là, c'est que l'hélice s'est déroulée et réenroulée. On peut observer ça en regardant la cinétique de formation du complexe en fonction de la présence ou de l'absence de ces groupes encombrants. Donc vous avez ici une longue séquence qui fait une hélice simple. Quand on lui expose cette molécule invitée là, le complexe se forme à une vitesse telle qu'on n'arrive pas à l'observer au moins par RMN. Le temps de prendre un spectre RMN, 2 minutes plus tard, tout est à l'équilibre, la molécule invitée est dans l'hélice. Vous basculez à un analogue qui, cette fois, porte des bouchons au bout, et on peut voir qu'il faut une demi-heure pour que ça se forme. Donc, on a une cinétique de formation qui est relativement lente, et on a une stabilité de l'objet formé qui est extrêmement grande. La combinaison des deux, l'implication de ces deux faits, c'est que la constante de dissociation doit être, elle, extrêmement lente. Alors comment on peut exploiter ça? On a exploité ça dans ce qu'on appelait des sortes de navettes moléculaires. Vous avez ici une structure cristalline d'une hélice enroulée autour d'une longue tige. Cette tige-là peut en fait accueillir l'hélice, soit une extrémité, soit à l'autre. Il y a 2 stations possibles pour la position de l'hélice au sein de la structure. Donc un mouvement moléculaire est possible. La difficulté du système, c'est de savoir si quand l'hélice passe de là à là, elle a glissé le long de la tige, ou si elle s'est dissociée et elle s'est réassociée. Et c'est là que la maîtrise des échelles de temps intervient. On peut mesurer la vitesse d'échange entre les 2 stations. On peut faire ça par spectroscopie RMN, c'est une technique dite EXI. On peut voir en mesurant les tâches de corrélation de ces objets-là, qu'on a des vitesses d'échange de l'ordre de quelques fois par minute. Quelques fois par minute, l'hélice passe d'une station à l'autre. Or, on a vu indépendamment que le temps caractéristique de dissociation de l'hélice du brin, ce n'était pas plus d'une fois par jour. Donc le mécanisme dissociation-réassociation n'est pas viable dans ce cas-là. On a nécessairement un glissement de l'hélice, donc un objet qui est à la fois auto-assemblé, mais dans lequel on peut mesurer un mouvement moléculaire parce qu'il a lieu dans une échelle de temps qui est bien discriminée par rapport à celle de l'assemblage. On est allé un cran plus loin en faisant glisser non pas des simples hélices, mais des doubles. On peut faire des complexes de double hélices autour de tiges également. Et donc, quand on a une station allongée comme ça, avec 2 positions, on peut, cette fois, on s'est arrangé pour avoir 2 stations différentes. On a une station dite AB et une station dite CD. Donc, quand l'hélice passe de AB à CD, elle change un petit peu de conformation. Et ce qu'on attend en spectroscopie de corrélation se représente comme ça. Les 2 mécanismes possibles, c'est toujours dissociation, réassociation, ou glissement le long de la tige. Et vous avez ici les cartes de corrélation qu'on attend en spectroscopie RMN. S'il y a un glissement le long de la tige, les signaux qui étaient dans l'environnement A glissent pour se passer dans l'environnement C. Et donc vous allez avoir une corrélation AC. Et de même une corrélation BD. Par contre, s'il y a une dissociation ou une réassociation, il y a un échange complet de tous les brins avec tous les brins, et donc toutes les stations vont corréler avec toutes les autres. Et sans ambiguïté, les mesures correspondent à ce modèle-là. Donc on a bien un glissement de la double hélice le long d'un brin moléculaire. Donc on a plusieurs voies de
de développement un peu plus pratique de ces objets. Faute de temps, je ne vais pas parler du tout des applications biologiques. J'ai 2 transparences sur des premiers pas vers des applications de type matériaux. Et une des propriétés qu'on a cherché à mesurer, c'était la capacité de ces hélices à véhiculer des électrons. En plaçant aux extrémités des donneurs et des accepteurs d'électrons, on peut faire du transfert d'électrons photo-induit. Donc on a ici le donneur, l'électron va basculer à l'accepteur, et ce qu'on mesure, c'est la vitesse à laquelle ce transfert est fait après qu'un photon est absorbé. Et on observe que les constantes de temps, ce qu'on appelle les temps caractéristiques de séparation de charge, sont extrêmement courts, 50 picosecondes, et surtout, quand on allonge la séquence, on s'attendrait à ce que plus la distance entre les 2 objets est grande, plus le temps caractéristique de transfert de charge diminue. C'est bien ce qui se passe, mais l'évolution est extrêmement lente. C'est-à-dire qu'on peut allonger et le temps caractéristique change assez peu. C'est ce qu'on appelle le facteur d'atténuation bêta de séparation de charge. Il varie de 0,02 par angstrom d'éloignement. C'est un paramètre extrêmement bas. Donc les hypothèses qui ont été formulées, et pour moi c'était une occasion de voir que la photophysique était une science complexe et loin d'être achevée, parce que ça a donné lieu à beaucoup de débats entre photophysiciens. Les hypothèses qui étaient formulées sur le mécanisme de ce transfert d'électrons et ce qu'ils appellent du super-échange, plutôt que le passage par des maillons relais. Mais bon, ce sont des premiers pas vers des systèmes qui pourraient être exploités dans des matériaux photo-organiques. Donc les grandes leçons à retenir de cet exposé, même si je n'ai pas présenté absolument tous ces aspects, retenez que les oligoamides aromatiques se replient dans des structures qui sont à la fois très stables, mais également dynamiques. Et surtout que les échelles de temps de ces dynamiques sont assez faciles d'accès au laboratoire. On est souvent entre la seconde et la journée, et c'est une échelle de temps qui est facile d'accès. On peut arriver par la synthèse à des objets de très grande taille, et on est dans la gamme de 20 kg Dalton, donc 20 000 grammes par mol, ce qui est quand même assez considérable. Ces squelettes artificiels donnent accès à des motifs qui sont au-delà de ce qui est accessible aux biopolymères. On peut faire des hélices dont le diamètre varie en fonction de la séquence, et c'est tout l'intérêt des systèmes artificiels, c'est de pouvoir faire autre chose que ce que la nature fait. On peut inventer des nouveaux codes de façon rationnelle pour lier des séquences, c'est-à-dire la structure primaire, la structure tridimensionnelle et la fonction. Et ces 2 aspects que je n'ai pas développés, on a observé des reconnaissances sélectives entre certains de nos squelettes artificiels et des biopolymères, et puis on a aussi des prémices de ce qui pourrait être la catalyse dans ces objets-là. Alors vous avez vu sur l'ensemble des transparents, il y avait toujours ça c'est la partie que j'ai sortie de l'exposé, vous avez vu sur chacun des transparents les noms des personnes clés dans les réalisations. La plupart d'entre eux ont quitté le laboratoire. Ça, c'est l'équipe telle qu'elle se trouve aujourd'hui. C'est un groupe extrêmement international. Ceux qui n'ont pas de drapeau à côté de leur nom sont français, et ils ne sont pas nombreux. De façon assez évidente, on doit énormément à l'équipe de cristallographes qui travaille avec nous à Bordeaux, qui font un travail extraordinaire pour résoudre ces structures. Et un certain nombre de collaborations qui ont été mentionnées au cours de l'exposé qui sont importantes. On est financé par toute une série de structures. J'ai un mot spécial pour le programme Marie Curie de l'Union européenne qui finance de façon récurrente plusieurs postdocs dans le laboratoire. Et je vous remercie tous pour votre attention.